tout le monde est endetté Ouais. et personne, parce que c'est très frappant dans ce que tu dis, il n'y a aucun éleveur qui vit bien, même les meilleurs de la classe. Attention, on va pas se faire des copains. Endettement moyen est de 250 000 euros. C'est très variable selon les filières. La plus haute, c'est la filière porcine avec environ 1,5 million d'euros. J'ai rencontré un éleveur de porc qui a une des plus grosses fermes du pays. Il a 5 millions d'emprunts. Ok. Voilà. Sur les revenus, c'est extrêmement variable. J'ai rencontré des éleveurs qui ont rien, qui ont 300 euros, 500, 1000, 1200. Quand ils sont là, ils se disent « je me plains pas ». C'est en dessous du seuil de pauvreté, je le rappelle. Mais certains gagnent 2500 euros, ce qui est franchement beaucoup par rapport à un bon nombre de personnes. Mais il faut être honnête, juste de façon factuelle, tu rapportes ça au taux horaire, qui est de 80-90 heures, ça reste en dessous du SMIC. La question de l'endettement et la question des revenus qui sont liés, c'est structurel en fait. Ouais. Tous les élevages, alors ça diffère d'un élevage de volaille à un élevage de porc, Ouais, ou ouais. un élevage bovin, c'est pas les mêmes Oui, montants, etc. bien sûr. Mais en fait, tout le monde est endetté Ouais. et personne, parce que c'est très frappant dans ce que tu dis, il n'y a aucun éleveur qui vit bien, même les meilleurs de la classe. Attention, on va pas se faire des copains. Non, mais est-ce que tu peux nous faire un panorama justement Ouais, bien sûr. du revenu et de l'endettement des Tout à éleveurs? fait, tout à fait. Endettement moyen est de 250 000 euros. C'est très variable selon les filières. La plus haute, c'est la filière porcine avec environ 1,5 million d'euros. J'ai rencontré un éleveur de porc qui a une des plus grosses fermes du pays. Il a 5 millions d'emprunts. Ok. Voilà. Sur les revenus, c'est extrêmement variable. J'ai rencontré des éleveurs qui ont rien, qui ont 300 euros, 500, 1000, 1200. Quand ils sont là, ils se disent « je me plains pas ». C'est en dessous du seuil de pauvreté, je le rappelle. Mais certains gagnent 2500 euros. J'ai un chapitre qui s'appelle « Allons voir des agriculteurs qui vont bien ». Parce que la chambre d'agriculture me disait « attention, ne dites pas que tout le monde est pauvre dans l'agriculture, on va pas être content ». Je leur ai dit « emmenez-moi voir un agriculteur qui gagne bien sa vie, je veux ». Je me retrouve dans une ferme laitière du nord de la France, une grosse exploitation. En gros, tu prends les moyennes nationales, tu multiplies tout par 5. Voilà. Et effectivement, ce monsieur, Francis et sa famille, se dégagent tous 2500 euros par mois, ce qui est franchement beaucoup par rapport à un bon nombre de personnes. Mais il faut être honnête, juste de façon factuelle, tu rapportes ça au taux horaire, qui est de 80-90 heures, ça reste en dessous du SMIC. Voilà. Donc après, voilà, tu es entrepreneur, moi aussi je suis entrepreneur, on sait que parfois on compte pas ses heures et qu'on n'est pas regardant sur son revenu, mais là on parle quand même des gens qui sont censés nourrir la population. Et le manque de rentabilité en élevage est un vrai problème, et les personnes qui arrivent à se dégager un gros salaire, derrière, ils ont des millions et des millions d'emprunts. Et ce Francis, là, dont je te parle, il savait même pas me dire combien il avait, je sais pas, il me dit je crois qu'on est à 4 ou 5 millions, je sais plus, enfin tu vois. Mais il y avait aussi de mémoire le père qui travaillait gratuitement. Oui, alors ça, ouais, je suis content que tu en parles. L'agriculture française repose sur de la main-d'œuvre gratuite. Ça, il faut bien en être conscient. Et certains disent oui, mais c'est sympa, c'est la passion. Oui, mais c'est socio-économiquement, ça veut dire quelque chose. Les parents retraités, quasiment tout le temps, continuent un peu de travailler à la ferme, quoi. Et beaucoup de fermes, beaucoup d'agriculteurs tiennent le coup parce que leur conjointe, qui est bien souvent aide-soignante, institutrice, infirmière, ramène un salaire pour deux, quoi. Et ça, c'est réel. Et c'est pas étudié, hein. Il n'y a pas d'études socio-économiques là-dessus, mais je suis très curieux de savoir combien de fermes en France tiennent avec ce modèle. Voilà, de toute façon, on peut faire le tour des questions. Il y aura toujours un problème, c'est le prix et le revenu. Et donc, sur les endettements, donc on a parlé l'alimentation qui coûte souvent très cher, les bâtiments qui coûtent très cher, Ouais. la mécanisation, les Ouais. pesticides, enfin les intrants, c'est Ouais. ça qui coûte cher, c'est pour ça qu'ils s'endettent. Ouais, tout à fait, tout à fait. Les intrants coûtent extrêmement cher. Ce que je peux dire là-dessus, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je me suis intéressé à la PAC, aux subventions. Tu vois, on dit, bah attends, les agriculteurs, ils reçoivent énormément de subventions. Pourquoi ils se plaignent? Bon, il y a une étude que je détaille qui explique qu'en 45 ans, les subventions, je crois que c'est 35 ans, excuse-moi, les subventions attribuées aux exploitations ont été multipliées par 11. Et le revenu des exploitations a diminué de 10%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès lors qu'on attribue de l'argent aux agriculteurs,
elle est aspirée de part et d'autre. Parce que les gens qui vous vendent l'aliment, les bâtiments, les tracteurs et compagnie, ils vont augmenter leur prix. Et les gens qui vous achètent vos œufs, votre viande, votre lait, ils vont vous les prendre moins cher, sous prétexte que justement les subventions équilibrent un petit peu. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. Et effectivement, tout ce qu'on appelle les intrants, tout ce qui coûte aux exploitants, les pesticides, les tracteurs, etc., ils savent très bien tout ça. Et j'ai un chapitre sur la mécanisation agricole qui montre comment, voilà, il y a des organismes créés, ils savent très bien comment la fiscalité marche en France, ils savent très bien que les agriculteurs, quand ils font du bénéfice, ils ont plus intérêt à acheter un nouveau tracteur qu'à le déclarer et payer des cotisations sociales. Ils savent très bien tout ça, mais ça entre dans une spirale d'endettement qui est sans fin en fait. Parce que, par exemple, les robots de traite, les Mm. tracteurs, ça peut être des centaines de milliers d'euros. Enfin, Ouais, c'est extrêmement cher. c'est Et extrêmement ça, cher. ça a monté Ouais. énormément depuis la guerre en Ukraine. Ça, je le documente aussi. Parce que le cours des matières premières, il faut bien le dire, avait augmenté. Sauf qu'il a redescendu depuis. Les prix, ils n'ont pas descendu, tu vois. Donc, ils en ont profité. Au moment, début 2024, où la France entière était jonchée de tracteurs, d'agriculteurs qui avaient bloqué tout le pays, c'était du jamais vu. Eh bien, le constructeur Claas fêtait des bénéfices records dans l'histoire de son entreprise, tu vois. Donc, c'est très parlant. Ce qui est intéressant quand même, et ça t'en parle d'ailleurs, c'est assez amusant dans le livre, mais tu dis, les gens qui devraient censément être des modèles, eux aussi ont des exploitations bien souvent déficitaires. Mm, Donc tu parles de Christiane Lambert, notamment mm. l'ancienne présidente de la FNSEA, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, oui. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais. À quel point, justement, eux aussi, qui sont des gens qui censément doivent défendre la filière, la représentent, ont aussi des exploitations qui sont à perte. Ouais, tout à fait. Il y a Ouais. il y a des figures de l'agriculture en France, donc ça peut être des présidents de syndicats, des députés qui sont des figures agricoles, en tout cas qui jouent de leur image, leur profession, de leur origine rurale et d'agriculteurs dans leur identité, dans leur communication, qui ont des fermes en faillite. En fait, ils ont des fermes en faillite à des résultats négatifs de 5 à 6 chiffres, parfois sur des années consécutives. Et comment ils font? Comment ils vivent? Eux ils vivent pas de l'agriculture comme bon nombre d'agriculteurs, mais ils ont la chance d'avoir des indemnités en étant président de coopérative, président de syndicats agricoles ou en étant effectivement député européen, sénateur. Et il y a plein d'exemples que je donne, page 268 notamment, où voilà, il y en a certains qui touchent près de 100 000 euros d'indemnité alors que leur exploitation est à peine bénéficiaire. Un autre qui touche, et je les cite dans mon livre, 70 000 euros de différents mandats de chambre d'agriculture, Groupama, qui est l'assurance aussi du milieu agricole, divers mandats politiques, mais qui déclarent 0 euros de revenus agricoles sur leur ferme laitière, quoi. Ouais. On reviendra sur ça, sur les cadres de l'agriculture, parce que c'est quand même un sujet important. Mais simplement, donc je reprends les chiffres que toi tu donnes sur Ah, vas-y. l'exploitation de Christiane Ah Lambert oui, vas-y, dans ouais. dans ton livre. Tu dis qu'en 2018, donc c'est une exploitation de D'accord. 235 truies, si je dis pas de bêtises. Ouais. Moins 18 000 euros en 2018, moins 107 000 euros en 2019, 21 000 euros de bénéfices en 2020 avec un apport personnel de 45 000 euros, tu précises, Oui. moins 31 000 euros en 2021. Mm. Enfin, ce dont on se rend compte, donc Christiane Lambert, qui est présidente, je ne sais pas si ça concorde avec les dates de son mandat à la FNSA. Elle venait de quitter son poste à la FNSEA, mais notre entretien a quand même eu Ouais. lieu dans les locaux. Mais ça veut dire que elle, qui est présidente de la FNSEA, c'est une exploitation qui est pas enfin, quand une année, un exercice, on fait moins 100 000 euros, c'est gigantesque. Effectivement, ouais. C'est- Ça, ce sont des chiffres qui m'ont été apportés par deux sources différentes, qui ont vu la même chose, les mêmes chiffres. Et lors de mon entretien avec Christiane Lambert, je veux lui exposer ces chiffres parce que ça pose un certain nombre de questions. Déjà, dans la presse, quand il y a des articles sur sa ferme, il y a écrit chez elle, on ne connaît pas la crise. Bon, les chiffres racontent autre chose. Ça pose des questions. Voilà, vous êtes porte-parole de l'élevage en France.
et votre ferme est en grave déficit, année après année. Ça veut dire qu'il y a un problème structurel. Voilà, il y a un problème structurel. Il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'on imagine le patron du MEDEF avoir une boîte qui fait faillite? Je ne sais pas. Ou alors ça raconterait quelque chose. Quand je commence à lui... Sachant pas, Vas-y. par parenthèse que, alors là je connais pas le détail, mais c'est déjà des exploitations qui sont très subventionnées. Ah oui, très subventionné. Mais attention, les subventions ne veulent pas dire que tu gagnes ta vie. Oui, mais effectivement, il y a quand même quelque chose. L'agriculture est perfusée de subventions. Ça veut dire que le modèle, si c'est des exploitations perfusées de subventions et qu'en plus elles sont extrêmement déficitaires, ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche quand même. Sans subvention, il y a la moitié des exploitations en France qui sont déficitaires. C'est documenté. Voilà. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui cloche structurellement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. T'enlèves les subventions, c'est une catastrophe. On a construit notre modèle comme ça depuis des décennies. Bref, Christiane Lambert, je la questionne là-dessus. Je commence à lui énoncer les chiffres. Et là, elle me fait quoi? Hop, elle m'arrache la feuille des mains. Elle me dit, qui vous a donné ça? Qui vous a donné ça? Je ne peux pas le dire, effectivement. Comme tout journaliste, je respecte le secret de la protection des sources. Et elle me dit tout est faux, tout est faux. Je lui dis corrigez alors, il faut absolument corriger si c'est faux. Et elle a pas voulu corriger. Elle m'a traité de fouille merde. Elle a dit qu'elle porterait plainte contre moi et qu'elle allait dire à tout le monde de ne pas parler, de pas me parler dans le cadre de mon enquête. Donc voilà, tu as une insulte, une menace, une tentative de censure. Enfin, c'est quand même, faut l'encaisser quoi. Alors que moi, je m'étais dit, elle aurait pu le récupérer à son avantage en disant, évidemment, je suis en difficulté, comme bon nombre d'éleveuses, je suis une éleveuse comme une autre, et ça montre bien que dans notre programme, on veut que les supermarchés, etc., elle m'aurait vendu ses arguments. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc, c'était assez violent, assez surprenant, mais je trouve que ça raconte quelque chose à la fois de la réalité agricole, et puis aussi, parfois, du manque de transparence de certains cadres dans l'agriculture, quoi.